Donc, bonjour tout le monde. Nous allons attendre 2 petites minutes que les gens arrivent tranquillement pour la présentation de ce webinaire sur les solutions nature. Bonjour à tous et à toutes. Encore une fois, on va attendre encore une petite minute que les gens arrivent. La salle se remplit petit à petit. C'est super de voir ça. On commence dans 2 petites minutes. Très bien. Mais écoutez, je pense que nous pouvons commencer tranquillement. Donc, je me présente. Je suis Anne-Céline Guyon. Je suis chargée de projet climat chez Nature Québec. Ce webinaire va être présenté par moi-même et mon collègue que je laisse se présenter. Bonsoir, je suis Diego Kramer. Je suis responsable de la campagne Solutions Nature pour le climat et des relations gouvernementales à la Société pour la nature et les parcs, plus connue comme la SNAP Québec. Très content d'être ce soir avec vous. Merci Diego. Donc, avant de commencer, j'aimerais commencer par une reconnaissance territoriale. Donc, malgré le fait que nous soyons tous derrière nos écrans d'ordinateur ce soir, nous reconnaissons que nous sommes toutes et tous sur des territoires non cédés appartenant à des Premières Nations et qu'il existe des droits ancestraux sur ces territoires. Donc, ce soir, écoutez, nous sommes donc à ce webinaire qui va porter sur les solutions nature pour le climat. Ce webinaire est présenté dans le cadre d'une opération qui s'appelle ViroVert, qui est une initiative portée par une vingtaine de partenaires, organisations environnementales et comités citoyens qui se sont réunis pour, en gros, mettre vraiment l'environnement au cœur des futures élections municipales qui auront lieu le 7 novembre prochain. Dans le cadre de cette initiative, écoutez, sur le site virouvert.org, vous pourrez non seulement retrouver le webinaire qu'on va donner ce soir, mais également d'autres qui ont déjà eu lieu et les futurs qui vont avoir lieu dans les semaines qui viennent. Ces webinaires, vous pourrez vous en servir comme outil et les envoyer à vos futurs candidats et candidates, par exemple. Mais sur le site, vous pourrez également trouver
68 propositions montées justement par les différents partenaires de Virovert, qui sont des modèles en fait de propositions touchant 10 thèmes particuliers et qui peuvent servir en fait d'exemple pour des futurs plans politiques pour les différents candidats et pour les partis politiques municipaux. Donc, c'est vraiment un outil super intéressant dont vous pouvez vous saisir dès à présent, encore une fois, sur le site virovert.org, et puis que vous pouvez également envoyer avec un modèle de courriel qui est déjà préenregistré directement aux candidats ou candidates qui commencent déjà dorénavant à se déclarer dans certaines villes. Donc, on vous remercie vraiment beaucoup d'être ici ce soir, toutes et tous avec nous. Et puis, sans tarder, nous allons donc commencer. On va passer 1 heure et demie ensemble à analyser des problèmes et des solutions nature ancrées dans le paysage et la réalité du Québec. La manière dont on va procéder, c'est que donc on va vous faire une présentation d'à peu près 1 heure, Diego et moi, puis après il y aura à peu près une demi-heure de questions là, selon votre volubilité, on va dire. C'est ça. Donc, commençons dès à présent. Donc aujourd'hui, vous le savez, on est en pleine crise climatique. Les changements climatiques causés par l'activité humaine font consensus quasi absolu au sein de la communauté scientifique mondiale. Le Québec compte un grand nombre d'experts en changement climatique et en adaptation au changement climatique. Comme par exemple le groupe Uranos, qui provient d'un grand réseau universitaire. C'est une bonne nouvelle, évidemment, parce que le Québec subira aussi de plein fouet plusieurs effets adverses du climat changeant. Et ce savoir largement disponible peut nous orienter vers des solutions adaptées à notre réalité. Excusez, voilà. Donc, quand on parle de changement climatique, en fait, on va se le dire, là, on peut déjà observer les conséquences des changements climatiques et de la perte de la biodiversité proche de nous, dans nos quartiers, dans nos territoires, dans nos municipalités ou celles d'à côté. On peut trouver des exemples visibles de ces bouleversements partout au Québec. C'est un phénomène évidemment mondial, on n'est pas les seuls touchés. Ça n'épargne aucune région ni aucune géographie, même si certaines sont plus durement touchées que d'autres. Ces changements climatiques-là prennent évidemment différents visages. Celui de climat extrême, le changement climatique modifie la fréquence et l'intensité des événements climatiques extrêmes. Par exemple, en 2019, ces derniers, donc quand on parle d'événements climatiques extrêmes, on parle de tempêtes, de vagues de froid, de chaleur, sécheresse, etc., ont affecté plus de 100 millions de personnes juste en 2019 à l'échelle mondiale, ce qui est quand même énorme. Ces catastrophes, dites naturelles aussi, mais qui ne le sont pas tant, catastrophes telles que des glissements de terrain, des incendies, cyclones, ouragans, ont augmenté durant les 20 dernières années, entre 2000 et 2019. En fait, les dernières données nous montrent que pendant la période allant de 2000 à 2019, il y a eu 7348 catastrophes majeures, comparé à 4212 catastrophes entre 1980 et 1999, donc la décennie précédente. Les catastrophes climatiques ont augmenté en fait le plus, environ de 6680 événements, d'après les données de 2020. La perte de la biodiversité aussi. Les écosystèmes naturels ont diminué de près de 47% en moyenne, selon les estimations les plus récentes des États, et approximativement de 25% des espèces sont menacées d'extinction. Donc, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'au final, d'un rapport à l'autre, dans les dernières années, les données non seulement se précisent, mais on voit aussi que la fenêtre de l'action climatique ainsi que celle de la protection de la biodiversité se réduisent comme une peau de chagrin au fur et à mesure où le temps passe. Or, quand on parle des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est sûr que quand on pense changement climatique, la première cause qui nous vient à l'esprit est évidemment la combustion du pétrole, du gaz, du charbon. Ceux qui s'intéressent de plus près à la question évoqueront aussi les émissions sur l'ensemble du cycle de vie
de ces énergies, notamment celle du méthane, hein, un gaz à effet de serre qui est, on le rappelle, 87 fois plus puissant que le CO2 sur les 20 premières années de sa vie dans l'atmosphère. Pourtant, les énergies fossiles ne sont pas les seules responsables des émissions de gaz à effet de serre, donc des changements climatiques. Et 17% des émissions mondiales, en fait, de gaz à effet de serre, sont dues à la conversion des terres, de la foresterie et de l'agriculture. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que éviter les émissions dues à la perte de ces écosystèmes est aussi essentiel que de réduire drastiquement l'utilisation des hydrocarbures. Une conservation accrue de la forêt, tout comme un changement de régime forestier et de meilleures pratiques agricoles, peuvent se traduire dans des diminutions importantes de nos émissions de gaz à effet de serre et dans une augmentation de notre capacité à les capter et à les stocker. Pour les terres et les activités agricoles, qui en 2018 étaient responsables de 7,8% des émissions de GES du Québec, en fait, de meilleures pratiques peuvent aussi avoir un effet considérable au niveau de nos émissions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que justement, quand on fait ce constat-là, le GIEC et aussi l'Union internationale pour la protection de la nature, plus connue sous le nom de UICN, deux organisations qui travaillent ensemble, estiment que les efforts de conservation de la nature pourraient représenter à elles seules jusqu'à 37% de l'effort nécessaire pour réduire nos émissions de GES de 55% d'ici 2030. 37%, c'est ce qu'on disait donc au début, c'est quasiment c'est un tiers des solutions en fait à mettre en place pour lutter contre les changements climatiques et également s'y adapter. Donc la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles à elle seule n'arrivera pas à livrer l'ensemble des réductions nécessaires, mais je tiens quand même à préciser, c'est important de le dire, c'est que les solutions nature sont complémentaires, évidemment, au fait qu'il faut diminuer notre consommation énergétique et notamment l'utilisation des énergies fossiles. Les deux sont complémentaires et essentiels à faire. L'une ne peut pas suppléer à l'autre. Nous devons aussi alors nous mettre du côté de la nature, en fait, justement, et mettre la nature de notre côté, si on peut dire, pour aller chercher ce tiers de réduction de GES dans les décennies à venir. On a beaucoup à gagner avec cette approche au Québec. Plusieurs scientifiques, d'ailleurs, estiment de plus en plus que la protection des écosystèmes est l'alternative la moins coûteuse et la plus rapide pour lutter contre les changements climatiques. Oups, excusez. Oups. Là, je laisserai la parole à mon collègue Diego. Oui, écoutez, je pense que la table est mise d'une façon très claire. On a un problème d'émission, ça, on le sait tous, mais d'abord, il faut bien compter ce qu'on a comme émissions au Québec. On parle constamment des émissions de transport, des émissions découlant de la consommation d'énergie fossile, etc., mais on parle très peu des émissions qui sont liées à la destruction de la nature, des émissions qui sont liées à la destruction des milieux humides, à des pratiques forestières qui sont non durables, à la déforestation, etc. Et c'est important parce que pour savoir ce qu'on réduit, il faut avoir un portrait assez précis de ce qu'on émet. Donc, quand on parle de solutions nature, si on va comptabiliser les réductions qu'on peut aller chercher, mais il faut partir d'un portrait vraiment réel et précis de ce qu'on est en train d'émettre avec la déforestation au Québec ou la destruction d'autres écosystèmes, des services qui sont rendus par la nature, qui ne sont plus rendus du moment où l'écosystème est perturbé. Donc, si tu peux passer à la suivante. Donc, comme disait Anceline, les solutions basées sur la nature, ça peut représenter un tiers des émissions qu'on doit atteindre d'ici 2030 pour avoir, selon le GIEC, plus de 67% de chances d'éviter un réchauffement hors contrôle qui est au-delà de 2 degrés de réchauffement moyen au niveau de la planète. Donc, le fait de dire qu'on peut aller chercher un tiers de réduction, ça implique qu'il faut poser tous les gestes nécessaires pour aller effectivement chercher ce tiers-là. Si on ne pose pas tous les gestes, la réduction serait moindre. Donc, les solutions nature, qui est une catégorie assez large,
et dont vous allez entendre parler beaucoup ces prochaines années, et surtout cette année lors des négociations climatiques qui auront lieu en Écosse à la fin de l'année. Mais les solutions nature vont être mises de l'avant comme une partie importante de la solution à la crise climatique, mais aussi à la part de biodiversité. Il faut savoir que dans la définition, les solutions nature ont pour but de résoudre, de mitiger plusieurs problèmes auxquels nous confrontons des changements climatiques, que ce soit des vagues de chaleur, des inondations plus fréquentes, des problèmes de qualité de l'air et la part de biodiversité. Dans l'ensemble des solutions nature, il y a un certain nombre qui sert à s'attaquer au bouleversement climatique parce qu'elles permettent de capter et de stocker davantage de gaz à effet de serre, surtout de dioxyde de carbone. Ces sous-catégories-là, on va l'appeler les solutions nature pour le climat. Donc, on parle des efforts de conservation et de restauration des milieux naturels ou des améliorations des pratiques agricoles et forestières qui ont pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de capter et de stocker davantage de gaz à effet de serre. Encore une fois, j'insiste, il faut bien compter. D'abord, ce qui est évité comme émission et ensuite, s'il y a lieu, c'est qu'on va chercher comme gain. Donc, l'augmentation de la capacité de captation et de rétention du carbone. Si tu peux avancer d'un slide. Merci. Donc, voici notre définition. Ce sont des actions visant à protéger, gérer et restaurer des écosystèmes dans le but d'offrir un bien-être pour l'humain et pour la biodiversité. Suivant. Donc, si vous voulez une définition, la définition sur laquelle on s'est mis d'accord à l'Union internationale pour la conservation de la nature est un peu plus long, mais disons, entre la définition qu'on utilise, qui est une version raccourcie, et celle-là, les dénominateurs communs, c'est qu'on met l'humain et son interaction avec l'écosystème au centre. Et ce n'est pas un moindre détail. Les solutions nature ont pour but de résoudre et de mitiger plusieurs problèmes auxquels nous confrontons les changements climatiques, les vagues de chaleur, inondations, etc. Mais dans, disons, le but premier, c'est un but sociétal. On ne protège pas l'environnement pour l'environnement lui-même, on protège l'environnement par l'échange des services et par la protection de ce lien d'interdépendance qui est nécessaire et salutaire. Donc, une des premières conditions qui sont mises de l'avant par l'Union internationale de conservation de la nature, quand on commence à se donner des garde-fous, des repères et des normes, des standards, c'est que c'est un processus qui commence et qui finit dans la communauté elle-même. Si tu peux avancer dans le slide. Quelques principes de base. Bon, vous les voyez sur l'écran. En 2020, l'Union internationale pour la conservation de la nature a publié un travail colossal de normes et de standards pour que les solutions basées sur la nature ne soient pas comme des poudres aux yeux, qu'elles ne retardent pas de notre action urgente. Mais on a parlé notamment de la diminution drastique de notre consommation d'énergie fossile, qu'elles ne nuisent pas à la biodiversité en voulant la rétablir, par exemple en faisant de la reforestation sur des terres qui sont en fait en production alimentaire pour des communautés qui dépendent directement de ces terres-là, qu'elles n'y privilègent pas un groupe social au détriment d'autres et en fin de compte qu'elles délivrent des résultats mesurables sur le long terme et substantiels. Dans les travaux de sensibilisation et de déploiement des solutions nature pour le climat que nous allons entreprendre au Québec, en principe avec une dizaine de municipalités, dans les 3 prochaines années, nous avons fixé comme mandat nous-mêmes de respecter les standards de l'Union internationale de conservation de la nature. Et on ajouterait peut-être une couche de complexité. Il y a plusieurs drapeaux rouges qui ont été levés, surtout par les jeunes qui sont impliqués dans les débats, à savoir que les solutions basées sur la nature et les efforts de conservation de la nature qu'elle comporte ne doivent pas servir automatiquement à l'émission de crédits de carbone, parce que dans ces cas-là, on pourrait ne pas être dans un scénario de réduction absolue, et c'est ce qu'on cherche en ce moment dans un contexte d'urgence climatique, c'est des émissions
est absolue et rapide. Donc, si tu peux passer au slide, c'est bien. Donc, il y a de très bonnes raisons de travailler avec la nature. La nature nous offre des solutions qui contribuent à l'adaptation au changement climatique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En plus de leur rôle démontré de lutte au changement climatique, les solutions nature pour le climat permettent de s'attaquer à la deuxième grande crise environnementale de notre temps, qui est la perte de biodiversité. Donc, souvent dans les mouvements environnementaux, il y a des gens qui se sentent plus interpellés par la crise climatique, d'autres qui se sentent plus interpellés par la perte de biodiversité, mais les solutions nature permettent de s'attaquer aux deux crises en même temps, parce que la plupart des solutions nature ont une fonction soit dans la réduction des GS, soit dans les efforts d'adaptation au changement climatique. Donc, on peut passer au slide suivant. Je te passe la parole, Céline. Oui, merci Diego. Donc effectivement, attendez, je me remets. Voilà. Donc, oui, donc effectivement, Diego le disait, deux crises, crise climatique, crise de la biodiversité. Selon le dernier rapport, la 2020 de WWF Canada, depuis 1970, c'est quand même les populations d'espèces canadiennes en péril à l'échelle nationale ont connu un déclin d'environ 60% en moyenne et les populations d'espèces jugées en péril à l'échelle mondiale ont reculé de 42% en moyenne au Canada. Donc, c'est quand même énorme. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, il y a en ce moment plutôt au Québec, environ 300 espèces à statut, ça veut dire des espèces vulnérables, en péril, menacées ou en voie d'extinction. Donc, on voit ici vraiment l'importance au final de mettre en place ces solutions nature pour justement venir faire la jonction entre adresser la crise climatique et en même temps adresser la crise de la biodiversité. Maintenant, les solutions nature, qu'est-ce que c'est concrètement en termes d'action? Les solutions nature pour le climat, on sait qu'au Québec, nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre drastiquement. Pour l'instant, la cible officielle du Canada est de 37,5% sous le niveau de 1990. C'est très en deçà de ce que la science nous commande de faire, malheureusement. Pour l'ensemble de la planète, par exemple, le GIEC nous dit que pour avoir 66% de chance de limiter l'augmentation de la température globale à 1,5 degré Celsius, nous devons réduire nos émissions d'à peu près la moitié d'ici 2030, donc à peu près de moins 50% par rapport à 2010. C'est un effort énorme et les pays industrialisés qui, évidemment, ont une responsabilité accrue, et le Québec fait partie justement de ces pays industrialisés-là. En fait, même depuis quelque temps, des calculs ont été faits et selon ce qu'on appelle la responsabilité historique du Québec, donc, c'est en gros le fait de considérer que le Québec, au même titre que d'autres pays industrialisés, émettent des gaz à effet de serre depuis beaucoup plus longtemps que des pays plus pauvres et donc a une responsabilité plus grande dans l'effort à faire pour réduire les émissions au niveau mondial. Et ben, on estime que cet effort-là, cette responsabilité historique, qu'on appelle aussi la juste part du Québec, se trouve plus ou moins aux alentours de moins 65% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Donc, on voit encore une fois qu'avec une cible seulement de moins 37,5%, le Canada a une cible qui est presque moitié moins de ce qu'il faudrait véritablement faire. Et en plus, on le sait, on est même loin d'atteindre cette cible-là. Donc, on le voit là sur l'illustration présentée ici. Chacune des trois actions sur lesquelles reposent les solutions nature pour le climat, donc la protection des milieux naturels,
les bonnes pratiques d'aménagement et la restauration des milieux perturbés, ces trois actions-là ont chacune un potentiel en termes d'évitement d'émissions supplémentaires, mais également en termes de séquestration, absorption et séquestration du carbone. Les solutions nature pour le climat, donc différentes familles, on l'a vu, trois actions principales. La première étant la protection des milieux naturels. Selon une dernière investigation du Devoir, depuis 2017, par exemple, le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique au Québec a récolté plus de 47 millions de dollars en compensation de la part de promoteurs et de propriétaires ayant détruit des milieux humides. Donc près de 10 millions seulement dans l'agglomération de Québec. C'est vraiment des chiffres énormes. Les milieux humides sont des marais, des marécages, des tourbières. Alors, c'est certain que beaucoup les considèrent comme de simples swamps qui ne serviraient à rien, mais au contraire, ce sont des milieux qui rendent des services écosystémiques essentiels et notamment justement en termes de séquestration du carbone. Leur valeur découle du fait qu'ils jouent un rôle de filtre contre la pollution en provenance des eaux souterraines et de surface et réduisent les risques d'inondation également. Mais les milieux humides permettent aussi, donc, comme je le disais, de stocker des quantités importantes de carbone. Donc, quand on sait ça, on s'aperçoit qu'on a tout intérêt à les protéger davantage, tout comme certaines forêts, par exemple. La première grande famille de solutions nature pour le climat est donc la protection de ces milieux naturels-là, qui vise à maximiser le rôle de séquestration et de stockage du carbone des écosystèmes naturels, particulièrement, encore une fois, les forêts, les milieux humides, en évitant leur conversion et leur dégradation. On profite ainsi de processus naturels des écosystèmes et les scientifiques s'entendent pour dire que ce type de solution offre aussi le plus de bénéfices à un moindre coût, ce qui est quand même très intéressant par rapport, par exemple, à l'implantation de solutions plus technologiques qui souvent engendrent des coûts beaucoup plus importants, notamment pour les municipalités. En fait, la déforestation évitée et la destruction de milieux humides évitée comptent parmi les moins coûteuses des solutions basées sur la nature. Certaines recherches les chiffrent en dessous de 10 dollars US la tonne de CO2 selon les recherches, différentes recherches qu'on a consultées. Dans le contexte de la planification de la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Québec, le secteur forestier peut également jouer un rôle actif dans la lutte au changement climatique. Ce rôle repose sur trois dynamiques: la séquestration du carbone en forêt, le stockage du carbone en forêt et dans les produits du bois, et la substitution par le bois de produits à forte intensité de GES. Par contre, ce potentiel est sensible à la dynamique naturelle des forêts et à l'intensité de l'aménagement forestier. On le sait présentement, je ne sais pas si vous avez suivi les derniers reportages d'enquête, par exemple, mais la gestion des forêts québécoises par le ministère pose certaines problématiques et encore, c'est un faible mot. L'amélioration des pratiques d'aménagement est évidemment primordiale en ce sens à l'amélioration de notre bilan carbone. Par exemple, depuis 1990, les forêts exploitées du Canada ont séquestré 860 000 kilotonnes de CO2 en moins. Donc, on voit là vraiment l'importance d'une bonne gestion. Cela correspond aux émissions de 5,9 millions de véhicules automobiles chaque année. C'est quand même assez énorme. Cette solution nature pour le climat comprend des actions comme l'augmentation du temps de rotation des coupes forestières, par exemple, ou des reports de coupes. Une étude du Service canadien des forêts a aussi démontré le potentiel des forêts et du secteur forestier à atténuer les émissions de GES au Canada et dans les différentes écozones du pays. L'étude a analysé plusieurs scénarios visant à atténuer les émissions de GES via différentes stratégies: l'augmentation des plantations, la biomasse forestière, la réduction des coupes, etc. Mon collègue Diego, qui est aussi exploitant forestier dans le sud du Québec, peut-être aurais-tu des éléments à ajouter?
à ce niveau-là? Oui, mais je suis content. Les arbres qu'on voit dans l'image, c'est, c'est la section épinette blanche et pas rouge de ma petite production forestière en Beauce. Euh, non, mais c'est intéressant, c'est à quoi on touche en ce moment. La question des forêts, quand on disait, il faut bien compter, ben, il y a, comme signalé en Céline, un problème important au niveau de la gestion des forêts, l'effet de couper trop vite, de couper trop, et c'est ce qu'on fait avec les bois, pose problème. Mais il y a une partie de la solution, une partie vraiment importante qui se trouve aussi dans la région forestière. On n'est pas le seul à le dire. Même des joueurs importants dans l'industrie forestière proposent de couper moins et de couper pour des produits de plus longue durée de vie. Parce que le stockage de carbone se poursuit quand les produits ont une longue durée de vie. Ce n'est pas la même chose de couper une forêt pour faire des essuie-tout, qui est à court durée de vie, le dioxyde disons, le carbone qui a pris des dizaines, sinon des centaines d'années à s'accumuler, il ne poursuit pas son stockage dans les produits de bois que de produire des meubles de qualité ou même du bois vertical pour la construction, où on parle des produits de très longue durée de vie. Donc, les stockages de carbone se poursuit dans les produits, même quand il n'est plus à la forêt. Donc, c'est très intéressant, autant les problèmes que les solutions qu'on peut aller chercher en forêt via une modification de régime forestier et des ajustements, pour lesquels plusieurs producteurs forestiers vont souscrire, surtout dans le sud du pays où la forêt est déjà dégradée. Elle travaille dans un régime d'aménagement qui date de quand même plusieurs décennies. Et ben, il y a un principe même qui s'appelle le principe de résidualité qui prescrit au ministère de ne pas donner accès aux forêts publiques tant et aussi longtemps que les forêts privées qui sont déjà en production peuvent fournir les scieries. Et cela est important d'un point de vue CO2 parce que ça nous empêche et de détruire des écosystèmes et d'éviter des couples abusives ou des coupes à blanc sur des terres publiques qui sont dans un processus de stockage de carbone très, très, très intéressant qui est essentiel à la stabilité climatique. Merci Diego pour ces précisions. Je répète aussi pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route que toutes questions, vous pouvez les inscrire dans le chat, puis on y répondra à la fin de notre présentation. Donc, continuons. Donc, on a parlé des milieux humides, on a parlé des forêts. Maintenant quid de l'agriculture et quelles sont les pratiques agricoles à cibler pour la lutte au changement climatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le milieu agricole, le secteur agricole au Québec, c'est, selon le dernier inventaire des émissions de GES, qui date de 2018, le seul secteur après le transport à continuer à augmenter ses émissions de GES. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Le secteur dans son ensemble représente presque 10% du bilan total des émissions du Québec. Entre 1990 et 2018, il a connu une augmentation de quand même 12%. Donc, c'est certain que quand on sait ça, on se dit que l'amélioration des pratiques agricoles peut aussi avoir un impact positif au niveau des réductions des émissions de GES. Outre la consommation d'essence de la machinerie agricole, il y a 3 sources d'émissions de GES dans une ferme. La digestion des ruminants, c'est-à-dire tout ce qui est roue et flatulence, vous imaginez bien. Il y a également la gestion des sols, très important, comme le sarclage, les différentes activités qui visent à retourner la couche supérieure, par exemple, d'une terre, ou également les ajouts d'intrants, donc tout ce qui est engrais azotés notamment. Et il y a également la gestion des fumiers qui rentrent en ligne de compte. En fait, ce qu'il faut savoir également, c'est que pour ce secteur-là, l'augmentation principale des émissions de GES est due à la gestion des fumiers et à la gestion des sols agricoles. La gestion des sols agricoles, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est les émissions dans le secteur de l'affectation des terres, du changement de ces affectations-là
et de la foresterie, puisque dans l'inventaire québécois, on lit les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'augmentation des GES du secteur agricole, 24,7% de ces augmentations-là sont dues justement à une question de gestion des sols agricoles, notamment à cause des intrants d'engrais azotés, qui est un gaz à effet de serre plus puissant que le CO2 aussi, sur un horizon de temps plus court. Donc, quand on sait ça, des changements dans l'alimentation de ruminants, dans le traitement des sols et dans les cultures, par exemple le choix de cultures de légumineuses, par exemple, l'intensité de ces cultures-là, la mixité et les rotations peuvent grandement contribuer à diminuer les émissions de nos fermes, qu'il s'agisse des émissions de CO2, de méthane ou de protoxyde d'azote. Voilà, donc aussi quelque chose de très très important à prendre en compte. Oh, excusez-moi, je me trompe de ça. Enfin, la troisième type d'action, on l'a vu, la restauration des milieux dégradés, donc des milieux perturbés comme la forestation. Permet le reboisement sur une surface précédemment non forestière, par exemple. Donc, finalement, pour les milieux naturels, on peut aussi s'intéresser à la restauration de ces milieux perturbés, la forestation, comme on dit. On a un exemple au Québec, l'île Sainte-Thérèse, proche de Montréal, à l'est en fait de Montréal, au milieu du fleuve Saint-Laurent. Entre cette île-là, qui est composée en ce moment et pour la plus grande partie de terres agricoles en friche, et la reforestation, donc reboisement d'une zone où les arbres ont été coupés, ou la restauration de milieux humides, est une solution qui est actuellement envisagée et même en cours d'élaboration. Bien que cette composante, donc la restauration, ait un potentiel important dans l'atténuation des changements climatiques, il faut savoir quand même une chose, c'est que les bénéfices vont apparaître surtout à long terme et demandent généralement des investissements plus importants. D'où la nécessité, évidemment, dans un premier lieu, de non seulement ne pas détruire, donc c'est vraiment le premier élément, protéger les milieux naturels, bien les gérer pour éviter le plus possible à avoir à les restaurer par la suite, évidemment. Ici, une image qui illustre rapidement à l'échelle mondiale, non, plutôt à l'échelle québécoise, les émissions, le potentiel de réduction en fait, des émissions de GES du secteur forestier. On voit le bilan total des émissions du Québec s'élève en tout cas s'élever en 2018 à 80,7 millions de tonnes d'équivalent CO2. Et juste au niveau de la forêt, on a évalué que celle-ci avait absorbé à peu près 40 millions de tonnes d'équivalent CO2 versus en a émis 29 millions d'équivalent CO2 à travers notamment la combustion, pâte et papier, mais également la production de produits à longue durée de vie, comme l'utilisation du bois pour les maisons, par exemple. Donc, on voit ici, c'est vraiment un exemple extrêmement intéressant. On voit concrètement les opportunités de séquestration de la forêt versus les opportunités de réduction. Donc, on le disait, bilan total au Québec, 80,7 millions de tonnes d'équivalent CO2. Vraiment, on a encore énormément de travail à faire pour devenir carboneutre d'ici 2050, comme la science nous le commande. Et c'est ici que je repasserai la parole à mon collègue Diego pour nous parler des villes. Oui, merci beaucoup. On a parlé beaucoup de milieux forestiers, on a parlé beaucoup des zones humides, on a parlé beaucoup d'agriculture, mais la vérité, c'est que pour une large majorité de la population du Québec est urbaine, on est en ville. Et puis, on commence à voir de façon très graphique et parfois dramatique les effets du changement climatique, que ce soit dans les vagues de chaleur, que ce soit dans les épisodes de smog,
que ce soit dans des inondations qui deviennent de plus en plus probables et fréquentes par ricochet. Donc, il y a une partie intéressante des solutions nature pour le climat qui peuvent se déployer en ville. Les villes présentent des défis et des opportunités qui sont différents et spécifiques. Et, comme je disais, nous savons que déjà plusieurs villes subissent les conséquences des changements climatiques. Par exemple, la montée des eaux menace l'inondation sévère et des submersions des villes côtières ou riveraines des grands fleuves. C'est le cas de Gatineau que vous voyez dans l'image. La multiplication d'événements climatiques extrêmes et des conséquences, inondations, glissements de terrain, etc., accroissent la possibilité que les habitants des villes soient affectés et que les infrastructures urbaines soient dégradées. Quand je parle d'infrastructures urbaines, je parle surtout des infrastructures grises, les bétons, ou qu'elles soient débordées, qu'elles soient au-delà de leur capacité de répondre. À l'opposé, l'élévation de la température et le déficit de précipitation favorisent les situations de canicule, de smog, de pollution. Et c'est quelque chose qu'on voit déjà presque à tous les étés à Montréal et qui est devenu aussi un enjeu majeur de santé publique. Vous comprendrez que dans la dégradation des infrastructures sont des grises de la ville, tout ce qui est béton, que ce soit des conduites d'eau, des égouts, des stationnements, des surfaces minéralisées, comme si on regarde les mêmes problèmes du côté de la santé publique, on voit une augmentation des coûts énorme. Tout nous coûte plus cher au fur et à mesure que les changements climatiques s'aggravent. Donc, ça représente un problème financier pour l'État, pour l'État du Québec, mais pour les municipalités aussi qui gèrent ou qui sont propriétaires de la plupart de ces infrastructures qui nous fournissent directement des services. Donc, nous avons besoin de ramener la nature en ville. La population de Québec, comme on disait, est très, très urbaine. En 2018, plus de 6 millions et demi de Québécois, soit presque 80% de la population, vivaient dans une ville de plus de 10 000 habitants. Les villes sont donc des lieux privilégiés par nécessité et par opportunité pour passer à l'action en faveur de la lutte contre le changement climatique et contre la crise de biodiversité. Donc, si on peut passer au slide suivant. Merci. Les solutions de nature qu'on peut déployer en ville. Souvent, comme disait Céline tantôt, tout devient moins cher quand on va du côté de la nature par rapport aux solutions technologiques et aux efforts d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. S'il y a quelqu'un qui connaît ça très bien, c'est les compagnies d'assurance qui font constamment une mise à jour de leurs techniques d'actuariat pour voir à quel point la dégradation des infrastructures publiques et privées va coûter cher via les événements climatiques extrêmes. Comme je te disais, les infrastructures naturelles et les solutions naturelles permettent aussi de contrer la part de biodiversité. La biodiversité est importante en ville. On a beaucoup entendu chanter les oiseaux pendant l'année et demie de pandémie qu'on vient de passer parce qu'il y avait moins de circulation, mais cette biodiversité-là lutte constamment pour survivre en ville. En ce sens, on peut d'abord penser à la préservation de la biodiversité existante. Donc, compte tenu de la rareté des milieux naturels en ville, il faut faire un inventaire, une description très, très pointue, une cartographie précise pour bien les connaître. Ces espaces verts, dans toute leur diversité, il y a une grande variété. Ça peut être des espaces récréatifs, ça peut être des zones de renaturalisation, des boissés, des massifs fleuris, des potagers, maintenant des ruelles vertes qui ont déjà prospéré. Ça doit être protégé adéquatement afin d'éviter la dégradation ou la disparition. À partir de cette connaissance fine de la biodiversité urbaine, ça devient plus facile de réfléchir à la connectivité écologique qui existe effectivement et qui pourrait être rétablie sur l'ensemble d'un territoire urbain. On entend beaucoup parler quand on crée des parcs à Québec, à Montréal, ailleurs. On dit que ça va augmenter la connectivité, mais c'est un concept clé. Il faut permettre aux espèces pas seulement d'habiter dans un espace, mais les espèces bougent pour de différentes raisons, que ce soit des migrations saisonnières, parce qu'elles se déplacent plus vers le nord à cause du réchauffement, etc. Il y a une variété de raisons pour lesquelles les espèces ont besoin de cette connectivité des espaces protégés.
Donc, on parle de rétablir la connectivité sur l'ensemble d'un territoire. La cible 2020 de protection du territoire, qui était de 17% et qui a été atteinte de justesse, peut servir de seul décisionnel pour le maintien et la renaturalisation des villes qui sont fortement urbanisées, quitte à adopter des cibles plus ambitieuses dans la décennie à venir. On sait que c'est difficile, on va revenir sur ce point. Anceline, peux-tu passer au slide? Merci. Donc, l'amélioration de la gestion des espaces naturels, comment est-ce qu'on fait ça? Les espaces verts urbains existants, ceux qui sont déjà là, peuvent contribuer à lutter plus efficacement contre les effets des changements climatiques et de la crise de biodiversité, mais il faut faire une gestion différenciée de ces espaces, une gestion qui permettrait de les catégoriser en fonction de leur intérêt qui peut être purement esthétique, ça peut être écologique. Parfois, on peut penser à redéfinir leur usage et finalement de préciser des mesures de gestion, des mesures qui peuvent aller jusqu'à la non-gestion. Par exemple, laisser la nature évoluer dans certains secteurs des parcs et laisser que la nature refasse son chemin selon ses propres règles. On voit de plus en plus quand même, il y a un certain engouement pour laisser des zones en friche dans les parcs, et ce sont des zones d'un point de vue biodiversité beaucoup plus riches. Donc, cette gestion différenciée permet dans tous les cas de réduire les interventions, donc les coûts. Il y a des coûts de jardinage qui sont moindres. Il y a moins d'utilisation d'engrais à pelouse, de herbicides, de pesticides. Et on peut aussi faire des économies en laissant, comme je disais, la nature évoluer naturellement et de se structurer, de se complexifier et ainsi de pouvoir fournir davantage de services. Il y a quelque chose qui est quand même facile à concevoir. Un terrain renaturalisé dans lequel la nature a fait tout son travail de complexité où les gazons est à 60 cm et pas coupé à ras du sol, où il y a une diversité d'arbres et de plantes et d'arbustes, etc., ben, c'est sûr qu'il va y avoir une biodiversité plus intéressante et que la capacité d'absorption d'eau et d'évaporation est plus intéressante aussi. Si on peut passer au slide suivant. Donc, depuis quelques années, on parle de plus en plus de déminéraliser les villes, puis de ramener la végétation en ville. On parle des efforts de revégétalisation. L'exemple le plus connu est probablement les CI des trottoirs qu'on voit un peu partout au Québec et les toits verts, un peu plus cher, plus difficile à voir parce que souvent c'est à retard. Mais il y a plein d'autres. La science, en fait, qui tente de régler les problèmes à l'aide des plantes, ça s'appelle la phytotechnologie. Et c'est une science qui est très développée au Québec. Il existe une société québécoise de phytotechnologie. Et les administrations municipales s'intéressent beaucoup. Lors du dernier congrès en 2018, la présence des municipalités d'un peu partout au Québec était quand même massive. Donc, les phytotechnologies sont des technologies bâties par l'intervention humaine qui utilisent les plantes pour optimiser la livraison, la production de services écosystémiques. Les plantes sont utilisées pour offrir des services comme l'épuration de l'eau, de l'air, fixation des sols, donc contrôle de l'érosion et du ruissellement, restauration des sites dégradés. Il y a une partie de la phytotechnologie qui s'applique, par exemple, à la décontamination d'anciens sites industriels, la séquestration des gaz à effet de serre et évidemment à réduire la chaleur et dans les cas des arbres aussi à réduire la vitesse des vents. On peut passer au slide suivant. Donc, bon, l'étalement urbain. Là, on en parle à tous les jours, surtout depuis que les 3e lien a été annoncé au Québec. Les débats se retrouvent presque à la une des journaux très souvent. Donc, c'est un des obstacles majeurs au déploiement des solutions nature. Il y a d'autres. Il y en a plusieurs en fait. Probablement, les premières, c'est que les solutions nature ne sont pas connues.
vous êtes probablement d'évancer par rapport à l'ensemble de la population parce que vous vous intéressez à cette question ce soir et que vous allez continuer à en parler. Le premier obstacle à vaincre, c'est qu'elle devienne connue et à un moment qu'elle devienne mainstream, qu'elle devienne quelque chose dont on parle aisément, comme on parle aujourd'hui des pistes cyclables qui peut-être dans les années 90 étaient un concept très niche. Quand on parle de la lutte au changement climatique, on l'avait dit au départ, on parle toujours de la diminution d'énergie fossile. C'est une priorité et d'aucune manière les solutions de nature ne doivent servir d'excuse pour ne pas continuer cette sortie accélérée des énergies fossiles. Mais on doit travailler plutôt dans une vision de complémentarité et non de substitution. Les solutions de nature peuvent fournir une partie fondamentale, même s'il n'est pas la plus grande, mais une partie essentielle de l'effort qu'il faut accomplir d'ici 2030 pour s'aligner avec les cibles du GIEC puis éviter la catastrophe climatique qui se pointe à l'horizon. Alors, pour les solutions de nature, une partie fondamentale de l'effort consiste à les faire connaître et ensuite à adopter au niveau des municipalités, au niveau de l'État québécois, en suivant les standards stricts qu'on avait mentionnés tantôt, parce qu'il y a un risque de banalisation ou de les utiliser à des fins de verdissement et on veut éviter ce risque-là, on veut que ça soit réel et que ça serve à livrer des résultats qui soient mesurables. On peut passer au slide suivant. Donc, l'étalement urbain, la pression immobilière et la question des expropriations. Je vais faire un point sur ça parce qu'on est quand même dans une soirée qui a été convoquée par les mouvements Viro Vert. On a des élections municipales à la fin de l'année et les gens qui s'inquiètent pour la dégradation de l'environnement et qui voudraient déployer davantage d'efforts pour conserver ce qui reste de la nature en ville ou même restaurer, se heurtent souvent à cet obstacle majeur. Il restait très peu de terres publiques dans le sud du Québec. Nous sommes nombreux et les efforts de conservation visent souvent, presque toujours, des terres qui sont privées, qui sont à proximité des villes, des terres qui peuvent coûter très cher parce qu'elles sont zonées blancs pour la plupart, donc on pourrait construire sur ces terres-là. Et en ce moment, quand on identifie un terrain qui a une valeur écologique intéressante, qu'un groupe citoyen veut protéger, eh bien, c'est très difficile de l'exproprier. Un propriétaire dont le terrain est zoné pour permettre un développement immobilier et qui a un changement de zonage, mais il va immédiatement aller poursuivre la ville puis aller devant les tribunaux pour réclamer une valeur beaucoup plus grande que la valeur du terrain lui-même. Il va argumenter le manque à gagner. C'est ce qu'il aurait pu faire comme profit s'il avait construit des maisons ou des triplex sur ce terrain-là. Donc, à un moment, une municipalité n'a pas les moyens financiers d'exproprier et donc ça bloque. Puis on voit ça partout. La solution se trouve probablement du côté de la réglementation, du côté des lois. Comme je vous disais, il y a une course spéculative dont les villes n'ont pas les moyens financiers. Si on reconnaissait la vraie valeur sociale et économique des infrastructures naturelles, comme on reconnaît la valeur sociale et l'utilité d'un hôpital, d'une caserne de pompiers, on pourrait procéder à des explosions à des coûts plus raisonnables, comme c'est le cas pour la construction des écoles et des casernes de pompiers. On peut passer au slide suivant. Donc, il faut vaincre cette inertie. Parfois, il est vraiment difficile d'introduire des changements et des façons de faire différentes. Nous croyons, et c'est une des raisons pour lesquelles on est là ce soir dans le contexte de Viro Vert, que les municipalités sont un palier, représentent un palier et un levier fondamental des changements. Et c'est un endroit où les solutions nature peuvent très bien atterrir et les élections qui auront lieu le 7 novembre sont
probablement une opportunité en or pour faire embarquer une masse critique des citoyennes et des élus dans cette façon de penser. Je pense qu'on peut à peu près conclure la partie des interventions possibles avec ça. Mais on a parlé beaucoup des solutions nature et des interventions techniques. Tout commence par la masse critique de gens qui sont sensibilisés, autant des citoyens concernés que des acteurs qui doivent opérer ces changements-là. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre campagne de promotion des solutions nature, on a pris soin d'aller chercher et d'intégrer dans notre façon de penser, mais en cours de route aussi, des acteurs de tous les secteurs. On va avoir avec nous des producteurs forestiers, des agriculteurs, des experts de tous les domaines. Il faut que ça se passe d'une façon consensuelle et que les gens s'approprient le changement. Et de cette façon-là, c'est sûr que les solutions nature pour le climat vont tomber dans un terrain fertile et vont pouvoir faire preuve de succès dans les municipalités qui se prêtent à cette expérience, mais ensuite être reproduites dans l'ensemble des municipalités au Québec. Et c'est ça la masse critique qu'on cherche à atteindre, c'est l'entièreté du Québec. Et sur ça, je te passe la parole. Oui, merci Diego. Donc, on conclut là la partie présentation, je dirais factuelle de qu'est-ce que les solutions nature et de quoi on parle quand on évoque cette expression. Maintenant, une rapide partie sur quels sont les outils qui seraient éventuellement à vos dispositions. Il y a déjà plusieurs questions dans le chat qui vont un peu en ce sens. Donc, on espère que cette partie-là va y répondre, mais on va aussi évidemment apporter des précisions par la suite pendant la période d'échange. Donc, déjà, en termes de... on vous en a dit beaucoup ce soir, mais il y en a encore plus à apprendre si ça vous a donné le goût vraiment d'aller plus loin dans la question des solutions nature. On vous a mis des liens ici vers plusieurs webinaires. La plupart d'entre eux, vous pouvez aussi les retrouver sur le site virovert.org que je nommais au début. On pourra les remettre aussi, notamment dans l'événement Facebook, pour que tout le monde y ait accès. Donc, c'est des webinaires là, qui portent essentiellement donc, sur qu'est-ce que les solutions nature et comment les implanter. L'autre élément intéressant à savoir, puis là on s'adresse vraiment à, comment je dirais ça, évidemment citoyens, citoyennes, mais aussi éventuellement, j'ai vu que dans les participants, il y a également déjà des conseillers, conseillères municipales, des futurs candidats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il existe plusieurs sources de financement pour aider à l'implantation des solutions nature. Évidemment, celles-ci, en tout cas, sont vouées on l'espère, à augmenter, notamment au fédéral. Il y a de plus en plus, en tout cas le ministre de l'Environnement, Jonathan Wilkinson, est de plus sensibilisé à cette question-là. Donc, il y a déjà quelques programmes de financement qui existent. Là aussi, on vous a mis quelques liens. Au niveau canadien, vous avez le Fonds des solutions climatiques axé sur la nature. Puis, vous avez le programme Solutions agricoles pour le climat, plus sur les questions donc, agricoles. Il y a également des fondations privées qui peuvent aider à l'implantation de projets. Il y a notamment le Fonds des municipalités pour la biodiversité, qui est un programme de la Fondation de la faune du Québec en partenariat avec la SNAP, justement. Peut-être que Diego, tu pourrais en dire 2 mots supplémentaires. Mais c'est un fonds qui permet justement aux municipalités de mettre de l'argent de côté pour financer par la suite plutôt des programmes en lien avec la protection de la biodiversité. Il y a également les outils propres aux municipalités, certains qui sont nouveaux et dont les municipalités n'osent pas forcément encore trop se servir, puisque c'est des outils qui ont été notamment mis en place avec
la nouvelle loi 122 qui donne plusieurs nouveaux pouvoirs aux municipalités. On pense notamment à la possibilité d'instaurer des redevances pour aller financer certains projets. Évidemment, le régime de taxation, les règlements d'emprunt, la tarification, les contributions par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, parfois aussi des contributions citoyennes ou de partenaires privés, ça faut le savoir aussi, ça existe, notamment on sait qu'à Chelsea, des citoyennes se sont mis ensemble pour racheter plusieurs hectares de boisés à des fins de protection du territoire. Donc ça, c'est des choses qui peuvent également exister. Dans les prochaines années, en fait, parce que si Diego et moi, ce soir, on vous présente les solutions nature, c'est aussi parce que nos deux organisations vont travailler en partenariat sur un projet de 3 ans pour justement favoriser leur implantation. Et donc, dans notre travail va aussi être le fait de faire du, entre guillemets, lobbying, mais pour justement augmenter les possibilités de financement à la fois au fédéral et au provincial. D'autres aussi, pour aller plus loin sur les possibilités de financement, encore 2 autres webinaires que vous pouvez aller regarder, qui sont eux aussi sur le site virovert.org. D'autres ressources aussi disponibles quand on parle, quand on parle émissions de GES, il faut évidemment savoir d'où on part, donc les évaluer, et puis évaluer aussi le potentiel que représentent les milieux naturels en termes de séquestration et de stockage de ces gaz à effet de serre. Et 2 firmes, dont une québécoise, se spécialise là-dedans. Alors là, c'est marqué Eco2Herb. Comme son nom ne l'indique pas, c'est l'initiative québécoise, mais qui a changé de nom depuis, qui s'appelle maintenant Habitat, qui est la firme qui est notamment dirigée par le chercheur à l'Université du Québec en Outaouais, Jérôme Duprat, qui est une firme donc qui peut aider justement à poser ces diagnostics-là pour les municipalités. Il y a également l'initiative sur les actifs municipaux, qui elle est une firme plus anglophone, qui est surtout établie dans le reste du Canada, mais qui notamment aide les municipalités à regarder comment elles peuvent inclure en tout cas saisir leur milieu naturel comme actif au niveau de leur programme de planification financière plutôt que de les voir comme des passifs, ce qui fait en sorte justement de favoriser leur meilleure gestion et permettre du financement et donc de mieux s'adapter après au changement climatique. Ce qu'il faut savoir également, puis là, je m'adresse encore une fois certainement les candidats, les conseillères, conseillers qui sont présents avec nous ce soir, vous les connaissez certainement déjà, mais quand on parle d'implantation de solutions nature, il y a certains outils qu'il faut avoir sous la main et regarder automatiquement. C'est évidemment tous les registres concernés québécois, le registre foncier, le registre des aires protégées. On vous a mis les liens ici. Au niveau juridique, il faut connaître bien les lois qui viennent encadrer les différents projets. La loi sur la qualité de l'environnement est essentielle. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme, entre autres, il y a des outils juridiques aussi qui peuvent être intéressants pour vous à aller consulter sur le site du Centre québécois du droit en l'environnement. Ils ont mis en place une base de données qui s'appelle Obiter et qui permet de s'informer en tant que citoyennes et citoyens sur les lois et nos droits. Et puis, il y a au niveau des milieux humides la carte interactive de Canard illimité qui est quand même très bien faite et qui permet d'avoir une bonne idée des milieux humides présents sur nos territoires. Donc ça, c'est un éventail d'outils. Il y en a d'autres. Évidemment, on les rendra disponibles au fur et à mesure de l'avancement de nos recherches.
mais c'est principalement cela qu'on voulait mettre de l'avant ce soir. Donc, c'est ce qui met fin pas mal à notre période de présentation et on laisserait maintenant la place pour la période d'échange. Oui, je Donc, vois beaucoup de questions. Il y a des échanges très animés sur le chat. On peut reculer un peu à un ordre chronologique, mais la question de la gestion des fumiers était répondue. Oui, en effet, une des recommandations qui revient souvent, c'est moins d'épandage de fumier, ce qui est possible en contexte agricole. Ensuite, quelles sont les lois, règlements et politiques avisées pour mettre de la pression? Anthony, je pense que tu as touché à peu près à tout, mais comme on disait, au milieu municipal, euh, un des plus grands obstacles qu'on voit en ce moment, euh, c'est la loi sur l'expropriation qui pose problème. Et il y a des discussions justement sur cette loi-là dans le contexte de la grande consultation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Euh, mais certainement, c'est d'intérêt euh, pour toute personne œuvrant à la conservation dans des groupes citoyens dans n'importe quelle municipalité du Québec et pour toute politicienne au niveau municipal aussi, parce que c'est un obstacle clair, visible et qui pourrait être enlevé via une modification de la loi. oui, d'ailleurs, un petit point peut-être supplémentaire sur cette fameuse conversation nationale sur l'aménagement du territoire. Écoutez, ça fait près de 10 ans que les groupes environnementaux demandaient de renouveler la politique d'aménagement du territoire au Québec, à travers notamment l'Alliance Ariane. Finalement, le gouvernement Legault, via le ministère des Affaires municipales, a lancé donc ce chantier-là il y a quelques mois. On en est au stade où différentes consultations ont eu lieu auprès d'organismes spécialistes, on va dire, de la question. Une partie consultation publique va avoir lieu normalement cet été. On n'en connaît pas encore exactement les contours et la forme. On pense que si ça ressemble à ce que fait le gouvernement Legault en termes de consultation publique jusqu'à présent, ça va certainement prendre la forme d'une page web avec des questions et des espaces pour y répondre et également la possibilité de déposer des mémoires. Suivez les différentes organisations qui travaillent beaucoup en aménagement du territoire. L'Alliance Ariane, encore une fois, si vous suivez Diego, peut-être tu pourrais aller chercher le site internet et le mettre dans le chat. Vous serez tenu au courant des périodes où vous pourrez agir. Nous aussi, à Nature Québec, on vous lèvera un drapeau là-dessus quand ce sera le temps de pouvoir participer. Et on vous invite évidemment grandement à dire que ça prend des solutions nature également dans les politiques d'aménagement du territoire. Donc, je voulais faire le point là pour vous dire que vous aurez la possibilité d'intervenir et de participer à cette grande conversation nationale. Merci Anceline. Je descends dans les questions. Quels arguments pourraient convaincre les décideurs de la pertinence des solutions fondées sur la nature? J'aime beaucoup cette question-là parce que c'est une question qu'on se pose nous-mêmes dans la conception de notre campagne. Euh, je pense qu'on a clairement évoqué l'argument économique. Les solutions fondées, si on parle des décideurs, les solutions fondées sur la nature se font à moindre coût par rapport aux solutions technologiques. Il y a plusieurs solutions qui ont été identifiées dans des recherches très récentes qui sont en lien direct avec des efforts de conservation, des changements du régime forestier, des changements de pratiques agricoles qui permettent de réduire des émissions, les prix par tonne de CO2 évité, hein, il est beaucoup plus bas, par exemple, avec des technologies de captation de carbone. Disons qui pour l'instant relève un peu d'un rêve technologique.
Euh, mais pour les technologies qui sont laissées pour la captation de carbone, par exemple, on parle souvent de 50, jusqu'à $50 la tonne captée, mais avec des infrastructures naturelles via des efforts de conservation, on vise plutôt $10 la tonne évitée. Donc, la différence est énorme. Il y a plusieurs exemples de ce type-là. Je vais essayer de partager avec vous les liens avec l'évaluation des coûts pour tonne de CO2 évité. Et vous allez voir que les solutions fondées sur la nature euh, se placent très bien dans son échelle de coûts. Donc, il y a des économies très intéressantes à faire pour l'État. Et je fais le lien avec une question qui est plus vague, dit ben, les municipalités. Et ouais, Oui, oui, si vas-y. je peux me permettre d'intervenir aussi et de rajouter juste un petit élément là-dessus. Autre argument vraiment très porteur à l'heure actuelle, l'argument santé. On l'a vu aussi avec malheureusement la pandémie qu'on vit depuis plus d'un an à l'échelle mondiale. Il y a eu vraiment un besoin ressenti par les gens justement d'aller dans les espaces, dans les milieux naturels, d'aller prendre l'air, d'aller marcher, que ce soit par l'accès dans nos parcs en centre-ville ou dans les parcs type CEPAC, les parcs nationaux, bref, de profiter de ces grands espaces qu'on a la chance d'avoir au Québec. Euh, L'impact que ça a eu sur notre santé mentale a été quand même vraiment, vraiment important. C'est certain que c'est un argument qui, à l'heure actuelle, porte beaucoup aussi au niveau de nos élus. N'oublions pas que la question des changements climatiques euh, est aussi une question de santé publique. Les impacts sur la santé des populations vont être énormes, particulièrement sur des populations déjà défavorisées. Évidemment, qui dit impact santé dit malheureusement fardeau plus grand aussi sur les dépenses publiques dans ce domaine-là. Donc, bref, tout ça est interrelié, évidemment, d'où l'importance aussi de, quand on parle avec nos élus, de leur faire comprendre que protéger les milieux naturels, c'est favoriser la santé des populations et donc des coûts évités aussi en termes de santé publique. Merci, Anceline. Je vais sauter sur une question qui est directement en lien avec ce que tu viens de dire. En fait, il y a deux personnes qui ont demandé, Sylvie et une autre, il y a quelqu'un de l'autre bout du bord du mur, euh, qui parle de combien ça vaut la destruction d'un milieu humide. Non, c'est Sylvie le deux fois. C'est très intéressant comme question. Comment est-ce qu'on établit exactement la valeur de ce qui est détruit? Euh, ben, une approche possible, c'est de calculer la valeur des services que ces milieux humides là produit. Donc, la perte, c'est la disparition de ces services-là, l'équivalent de la valeur. Par exemple, on connaît à peu près les prix d'une tonne de CO2 avec les systèmes de plafonnement et d'échange des droits d'émission que le Québec a avec la Californie. On peut connaître, ailleurs au Canada, on les connaît selon la valeur de, c'est ce qu'on appelle, et ce n'est pas la bonne dénomination, la taxe carbone. En fait, c'est une tarification de la pollution. Mais on connaît en ce moment combien ça vaut, au moins pour l'État qui a le pouvoir de taxation, une tonne de carbone. On peut calculer combien de carbone était stocké ou capté par un milieu forestier et humide et faire le calcul de combien ça coûterait sa destruction. C'est la capacité de captation traduite en valeur monétaire via les prix de la tonne carbone. Donc, si un milieu humide est capable de capter 50 tonnes de dioxyde de carbone par année et que la tonne coûte $10, on sait que la destruction nous coûte au moins $500 par année. Mais comme Céline signalait à juste titre, ce n'est pas juste la valeur des GS qui ne sont pas captés, disons les coûts de ces émissions-là, mais il y a une question de santé. Les gens qui ne vont pas bénéficier d'une meilleure qualité de l'air et qui vont tomber malades ou qui vont avoir des conditions respiratoires qui exigent des traitements plus fréquents, mais ça coûte combien au système hospitalier? Et de ce fait, la firme côtière va essayer de monétariser tout ça pour savoir mais,
combien vaut le service d'un arbre en ville, combien vaut le service d'un parc en ville. Et à un moment, il faut monétariser ça de la façon la plus précise possible. Ça ne relève pas de l'imagination. Ce calcul-là doit devenir précis et doit modifier à terme les normes de comptabilité. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'Union internationale des comptables agréés. Et même en ce moment, la Banque d'infrastructures du Canada mène des consultations publiques sur les infrastructures à venir dans les 30 prochaines années et si on devrait et à quelle mesure inclure dans les normes, dans les plans d'immobilisation, les efforts de conservation des infrastructures naturelles. Donc, parfois on dit qu'il y a un risque de monétarisation de la nature, mais le fait de savoir combien vaut dans un livre comptable, ça peut être un argument très utile pour savoir combien on perd ou combien ça va nous coûter de plus de détruire des milieux naturels. Tout à fait. J'ajouterais à ça tout de même un petit bémol. Malheureusement, oui, on en est à devoir utiliser le vocabulaire économique pour rendre compte de ces services-là, parfois même justement d'aller dans le chiffrage en termes de valeur, mais ne pas perdre de vue que ces milieux-là nous apportent avant tout des choses qui normalement ne devraient pas être monétisables. C'est une valeur intrinsèque à chaque milieu et que c'est pour ça aussi qu'il faut les préserver au-delà de services qu'ils nous rendent. Tout écosystème a sa valeur en soi. Donc, ça, je pense que c'est quand même très important à remettre en avant et en perspective. Je ne vois plus d'autres questions. J'aurais peut-être un petit élément à apporter. On a vraiment très vite par la bande, ce soir, on vous parle des solutions nature, et, évidemment, mais par la bande, on a abordé, on voit que c'est des solutions qui sont importantes pour absorber et stocker le carbone. Faut savoir qu'actuellement, on est de plus en plus aussi confronté à certaines du secteur privé ou du secteur de la recherche ou du milieu politique qui préfèrent mettre de l'avant des solutions technologiques. On le voit à l'heure actuelle au niveau notamment fédéral, le double discours qu'on connaît malheureusement trop bien, qui est que on peut à la fois faire la transition écologique et continuer à exploiter les sables bitumineux. Donc, on commence à avoir une espèce de détournement du discours du gouvernement fédéral qui est un peu du style, on va mettre en place des technologies de captation du carbone qui vont nous permettre de faire une partie du travail. Pas tout, évidemment, mais une certaine partie. Donc, il va falloir se méfier. Ce qu'il faut savoir sur ces technologies-là, c'est que présentement, déjà, elles sont au tout début de leur développement. On n'a absolument aucun recul sur leur réelle efficacité. Plusieurs s'apparentent plus à des solutions d'apprentis sorciers qu'autre chose pour le moment. Et surtout par rapport à la fenêtre d'action dans laquelle on se trouve pour faire face au changement climatique, une fenêtre qui est de moins de 10 ans maintenant. On nous parlait de 10 ans il y a 2 ans. Maintenant, on en est à 8, si ce n'est 7, là, en termes de budget carbone. Le temps que ces technologies-là se développent, si elles doivent se développer, il sera déjà trop tard. Le phénomène d'emballement, si on ne fait rien d'ici là, si on n'arrête pas nos émissions de manière absolue d'ici là, on va être dans un phénomène d'emballement climatique. Donc, c'est aussi ça qu'il faut vraiment comprendre, d'où l'importance de mettre vraiment l'action sur les solutions nature plutôt que sur d'hypothétiques solutions technologiques qui pour le moment, sont très loin, d'être développées, et même si elles l'étaient,
sont loin d'avoir fait leurs preuves. Voilà. Merci Anceline. Il y avait une question qui me semble qui était restée peut-être sans réponse. C'est Brigitte, il parlait de la dépendance des villes à la taxation foncière. Et c'est un problème réel. Des villes qui dépendent uniquement des taxes foncières pour payer les coûts, pour couvrir les coûts des services qu'elles offrent, on rentre dans un cercle vicieux qui favorise l'étalement urbain. Donc, certainement, la dépendance de la taxe foncière, c'est un problème auquel on doit s'attaquer. C'est un problème qui ne découle pas uniquement de ces structures municipales, mais du partage de la richesse. Et on peut dire que la reconnaissance des valeurs de la nature est peut-être une piste de solution. Du moment où on reconnaîtra la valeur des services qui sont fournis par des écosystèmes qui sont déjà en place, mais la conservation pourrait aussi bénéficier d'une aide financière de la part d'un palier supérieur et rendre une ville moins dépendante de la taxation foncière. De ce fait, on a inclus dans notre équipe, comité d'experts, des personnes qui travaillent en taxation municipale à l'École nationale d'administration publique, parce que c'est une question vraiment clé dans le déploiement de solutions de nature. Il faut de part couper cette dépendance à la taxe foncière, mais aussi il faut utiliser tous les moyens à notre disposition pour aider les propriétaires, les individus et les entreprises qui décident de déployer des mesures de protection de la nature. Et il y a des outils comme ça, même dans les plans pour une agriculture durable, il y a des mesures de stimulation fiscale pour l'élargissement des bandes riveraines, par exemple, pour la plantation des haies par vent en milieu agricole. Mais ce type de logique-là, c'est une logique qui est foncièrement juste du moment où c'est un commencement, c'est un début de reconnaissance des services que la nature est en train de nous donner via un encouragement à ceux qui protègent la nature, même en milieu privé. Donc, les systèmes de taxation au niveau municipal, c'est une façon de commencer à prendre les taureaux par les cornes, certainement. Tout à fait. Est-ce qu'il reste des questions? Je n'en vois pas d'autres. Ben écoutez, c'est ce qui conclurait donc notre présentation de ce soir sur les solutions nature pour le climat. On espère que vous avez apprécié ce webinaire autant que nous. Pour nous, c'est une grande première aussi, là. Donc, on baptisait la chose avec vous ce soir. Enchanté de l'avoir fait. Encore une fois, donc, juste rappeler que ce webinaire a été présenté dans le cadre de l'opération Viro Vert, qui vise à mettre l'environnement au cœur des élections municipales du 7 novembre prochain. Le palier municipal est vraiment le palier de gouvernance sur lequel vous avez le plus de prise directe. On vous encourage vivement à non seulement agrémenter vos futurs candidats et candidates et les partis politiques de vos villes avec les 68 propositions que vous trouverez sur le site, mais également, pourquoi pas, vous présenter vous-même aux élections municipales. Si vous avez besoin d'aide, il y a notamment le mouvement La Vague écologiste aux élections municipales qui est là pour vous soutenir. C'est maintenant que ça se passe. Encore une fois, la fenêtre de l'action climatique, c'est dans les 8 prochaines années. Ça veut dire 2 mandats, en gros, là, à partir des prochaines élections. Encore une fois, c'est maintenant que ça se passe. Il faut y aller, il faut investir. Le milieu politique, c'est la meilleure façon de pouvoir agir concrètement. Voilà. Donc, merci encore à toutes et à tous d'avoir été avec nous ce soir. Diego, je te laisserai le mot de la fin. Oh, non, merci infiniment. Je tiens à dire, les 40 personnes qui ont été aujourd'hui ce soir, d'une certaine façon, vous êtes en train de changer l'histoire de la politique municipale de par votre implication. Vous faites une différence énorme
si vous n'étiez pas là, ça s'est passé le pire. Donc, merci beaucoup. Et lâchez pas, on a des mois de travail à sensibiliser nos concitoyens et, et vous êtes là du point de départ, donc félicitations et toute notre gratitude. Merci beaucoup. On vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Au revoir. Au revoir. Je vais mettre fin au webinaire, puis